Nicolas-Marie Alexandre Vatmore. Il va naître à Paris en 1796. Son père est avocat, provient d'une famille issue de la noblesse. La famille va rapidement quitter Paris, qui vit une période trouble, et se rend en Normandie. Très tôt, on remarque qu'Alexandre a des dons de ventriloque et de mime, qui sont hors du commun. Sa mère le destine pourtant à la vie religieuse, et elle l'envoie au séminaire de Lisieux. Il est dissipé comme élève, il utilise ses talents artistiques de façon maladroite. Il va finir par se faire renvoyer de son établissement. Il va entreprendre par la suite des études en médecine à Paris, mais il y aura la macabre idée de faire parler des cadavres, comportement jugé, disons, inadéquat, et il va donc se faire renvoyer également de l'hôpital Saint-Louis de Paris, malgré des talents, dit-on, en chirurgie. Des épidémies de choléra vont ravager cependant Paris en 1814 et c'est la désorganisation aussi totale en raison de la retraite des troupes de Napoléon. Ce sera la fin de son règne et la fuite des Parisiens. On a un grand besoin de médecins. On fait donc appel à ses services pour soigner la population civile et la population militaire. Il sait se faire apprécier par sa bonne humeur, sa gentillesse et ses talents de ventriloque par un groupe de 300 militaires prussiens. Ces derniers demandent qu'il soit le jeune officier de santé qui les raccompagne jusqu'à Berlin. Un long voyage passant par Reims, Givet, Namur, Liège et j'en passe. Voyage qui sera documenté par Vatmore lui-même. Pourtant, une fois cette tâche accomplie, il se retrouve devant un vide professionnel, puisqu'on ne reconnaît pas comme médecin sa personne. Mais on lui reconnaît un don de mime, un don de ventriloque, et donc on lui suggère de se produire en spectacle. C'est là qu'il va cumuler des succès, avec des pièces écrites à son attention sous le nom de Monsieur Alexandre. Il pouvait jouer jusqu'à 40 rôles différents en une soirée. Il va se produire dans la plupart des capitales européennes, dans plusieurs langues. Il sera applaudi par le tsar, la reine Victoria, Goethe, Pouchkine, pour ne nommer que ceux-là. Il va créer un livre sous le nom d'Album cosmopolite, dans lequel il amasse toutes sortes de collections, les photographies ou les peintures. Il amasse une fortune avec le temps, puis il fait don de son argent, notamment pour une maison de retraite de Dublin qui a connu des heures sombres. Naturellement, il va se distinguer comme promoteur d'échanges culturels puis fondateur de bibliothèques. Il propose d'échanger des monnaies, des médailles, des doubles, plein d'éléments. Il va étudier les richesses nationales dans les musées puis les bibliothèques pour se créer des costumes puis des décors qui peuvent convenir, c'est-à-dire à chaque pays. Il veut entreprendre d'organiser des échanges sur le plan bénévole pour rendre service aux diverses institutions. Il va fonder à Paris la Société européenne des échanges. Il décide d'étendre son champ d'action au Nouveau Monde. Il va partir en voyage en 1839. Une traversée de l'Atlantique dans les années 1840, ça prenait en général une quinzaine de jours dans des navires à voile et à vapeur pour des passagers plus fortunés. Les conditions sont meilleures pour eux que pour les immigrants les plus pauvres. Les riches ont des cabines privées qui sont quand même assez étroites, mais plus confortables que les autres. Ils ont des repas intéressants, il y a de la musique, des jeux. Les pauvres, eux autres, sont souvent entassés, déjà affaiblis, donc propices à être malades. Malencontreusement, même les riches sont assurés de se faire fortement brasser, en plus de subir, comme le personnel du navire, un mal de mer carabiné à plus ou moins longue échéance. On est loin de la croisière confortable actuelle. Aux États-Unis, il inspire la fondation de bibliothèques, d'institutions culturelles. Il arrive au moment où le Congrès discute du legs Smithson, un autre philanthrope anglais, celui-là, qui a légué sa fortune aux États-Unis pour que l'on y crée une institution, la Smithsonian Institution, visant à faire connaître et aussi à diffuser le savoir à l'humanité. C'est donc dans l'ère du temps de faire ça. Vatmore va y donner plusieurs caisses d'objets, d'ailleurs, à cette institution-là. Vatmore va associer pas moins de 130 bibliothèques et institutions à son crédit, dont la première bibliothèque américaine de Paris.
À Montréal, d'abord, et ensuite à Québec, où il va être reçu avec un enthousiasme débordant. On voit en lui l'occasion de s'émanciper intellectuellement. On va y revenir plus tard, par contre. Il rentre par la suite en France avec des dons et des mandats américains et puis un prestige accru. Il réorganise son agence européenne d'échange et distribue les dons reçus. Il se procure de nouveaux éléments d'échange pour l'Amérique. 6 ans plus tard, en mai 1847, il repart pour un deuxième voyage en Amérique. C'est en 1848 qu'il va fonder la Bibliothèque publique de Boston, première grande bibliothèque de ce genre-là aux États-Unis. Vatmore veut entretenir ses relations dans l'État de New York, du Maine, du Massachusetts, ainsi qu'avec le Canada, comme on l'apprend avec la correspondance qu'il entretient avec un certain Faribault. L'intérêt est accru pour ce deuxième voyage-là. On l'attend avec impatience en Amérique et au Bas-Canada aussi. Plusieurs articles de journaux feront l'éloge de ce personnage-là qui va revenir avec son précieux chargement. On parle d'union intellectuelle de la France et de l'Amérique. Vatmore est reçu à New York et Washington en grande pompe, là. La Bibliothèque du Congrès, c'est pas n'importe quoi, va le nommer à l'unanimité son agent officiel chargé d'effectuer les échanges entre la France et les États-Unis. Il ne retournera cependant jamais au Canada. Il revient à Paris en 1850. Son agence est reconnue, puis elle fonctionne, disons, avec une certaine régularité. Les échanges ont lieu. Les problèmes vont apparaître assez rapidement. L'engouement dépasse les capacités de l'agence de Vatmore qui a tendance à s'éparpiller, puis des irrégularités vont se produire dans le bon fonctionnement. Plusieurs États se retirent sèchement en le révoquant comme agent officiel des États-Unis. Puis tout va s'accélérer avec un contexte international guerrier. La guerre de Crimée, en 1854 et 56, va faire perdre à Vatmore 200 000 francs. Puis entre 1860 et 1865, ben, c'est la guerre de sécession aux États-Unis qui donnera le coup de grâce aux institutions Vatmore. Alors tous ces privilèges américains lui sont retirés. Vatmore n'abandonne pas, lui, il va faire appel au ministre de l'Instruction publique français. Il rappelle les chiffres des échanges, mais il va s'éteindre en 1864 en plein travail. Il repose depuis au cimetière de Montmartre. Après sa mort, son œuvre puis lui vont tomber complètement dans l'oubli. On va vendre aux enchères 1200 de ses dessins, des aquarelles, des estampes, des tableaux, puis 10 000 autographes qui vont lui être adressés. Plusieurs ouvrages seront réexpédiés carrément aux États-Unis. Ce sont les gouvernements qui vont reprendre les rênes des échanges à partir de ce moment-là. Vatmore va changer durablement pourtant le visage des échanges culturels internationaux. Ça, c'est indéniable. L'histoire pourrait s'arrêter ici pour Vatmore, mais il y a plus. Il a secoué 2 villes dans le Bas-Canada, Montréal et peut-être même davantage Québec, qui vont subir presque un traumatisme.